Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo en rapport avec une nouvelle playlist qui s'intéresse à la cinétique chimique, chapitre du programme de terminale, spécialité physique-chimie. Alors je vous invite, pour suivre cette capsule vidéo, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice qui se trouve au niveau du premier commentaire. Vous verrez, il y a un lien Google Drive dans lequel vous trouverez une fiche d'exercice. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 10. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'abord commencer à regarder l'énoncé, vous décortiquez l'énoncé, vous l'analysez, vous essayez de répondre de votre côté aux questions et puis vous regardez la correction qui est faite à travers de cette capsule vidéo pour voir si vous êtes au point. Alors le contexte de l'exercice, il s'agissait l'exercice s'intéressait à un soda, qui contenait du saccharose. Saccharose qui, à cause du milieu acide du soda, pouvait s'hydrolyser, par réaction avec de l'eau, s'hydrolyser donc en glucose et en fructose. Alors justement, initialement, le goût sucré appétissant est dû à la molécule de saccharose, et à cause de cette hydrolyse, le sujet explique que le saccharose se dégradant petit à petit, le soda a une certaine durée, alors comment c'était noté dans le sujet, une DDM. Donc la DDM, c'était indiqué comme la limite de consommation pour qu'il y ait un goût assez convenable. Donc effectivement, le goût du saccharose étant altéré, étant donné qu'il se transforme en glucose et en fructose, il était indiqué une DDM de 3 mois. Et il était indiqué que pour simuler cette réaction d'hydrolyse du saccharose, on a réalisé une expérience. Donc on a réalisé une expérience dans un milieu tamponné, donc un milieu tamponné avec un pH égal 2,5. Il était donné aussi la courbe d'évolution de la concentration molaire en saccharose en fonction du temps. Donc la voici, saccharose étant un réactif. Première question. Proposer une justification de l'utilisation d'une solution tampon de pH inférieur à 7 pour réaliser cette expérience. Eh bien, il s'agissait de s'intéresser à l'hydrolyse du saccharose, et le sujet précise que ça a lieu en milieu acide, comme dans un soda. Donc, on peut noter ici réaction d'hydrolyse. Donc, la réaction d'hydrolyse a lieu en milieu acide, comme le soda. D'où la solution, la solution d'un tampon acide. Un tampon, donc on a tamponné le milieu avec un pH égal à 2,5. Donc le pH reste constant à 2,5 durant toute l'expérience. Question 2. Expliquez pourquoi les mesures effectuées ne permettent pas de répondre directement à la problématique. Donc la problématique était de s'intéresser de se demander au bout de 3 mois quelle est la concentration molaire en saccharose, afin de s'intéresser justement à cette fameuse durée, la DDM. Donc, alors si on regarde la courbe qui est fournie, la courbe nous est fournie pour une durée maximale de 1800 heures. Alors à quoi correspond 3 mois? Donc 3 mois, quelle est la durée de 3 mois? Je vais le noter ici. Donc une durée delta T de 3 mois. Alors en heures, ça fait combien? Alors considérons que dans un mois, il y a 30 jours en moyenne, 3 fois 30 jours, et que dans une journée, il y a 24 heures en moyenne. Donc cela nous donne une durée, après calcul, de 2160 heures. Et on voit que le graphique, lui, permet d'accéder au maximum à la concentration molaire en saccharose au bout d'une durée de 1800 heures. Donc inférieure à 1800 heures. Donc on ne pourra pas exploiter le graphique pour avoir la concentration en saccharose au bout de 3 mois. Question numéro 3. Alors, c'est indiqué, pour pouvoir estimer le pourcentage de saccharose restant lorsque la DDM est atteinte, on souhaite modéliser l'évolution temporelle de sa concentration S. On émet l'hypothèse que cette évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1 et on souhaite vérifier cette hypothèse. Question 3.
donner la définition de la vitesse volumique V de disparition du saccharose. Alors, le saccharose est un réactif, donc par définition, la vitesse de disparition du saccharose, qui dépend du temps bien sûr, est égale à moins, donc la dérivée par rapport au temps, donc moins la dérivée par rapport au temps de la concentration molaire en saccharose. Donc la dérivée, elle peut être prise à n'importe quel temps t. Question numéro 4. Alors, la question numéro 4, estimer comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de disparition du saccharose à un instant t donné à partir des mesures réalisées. Donc on nous demande d'estimer une vitesse, de proposer une méthode pour déterminer une vitesse de disparition, donc la vitesse de disparition du saccharose. L'explication peut être illustrée par la réalisation de cette estimation pour une date au choix. Alors pour réaliser cette estimation, on va prendre par exemple que vaut la vitesse de disparition du saccharose à la date t égale, alors je vais choisir la date t égale 800 heures. Et donc que dit le cours graphiquement, comment on peut déterminer comment peut-on déterminer donc, cette vitesse volumique de disparition? Alors on se place à la date t égale 800 heures, on choisit le point de la courbe, et puis on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale 800 heures. Alors je dessine cette tangente en vert. Et donc par définition, il s'agit donc de la valeur absolue. Alors le coefficient directeur de la tangente va être négatif, hein. Il s'agit d'une vitesse de disparition. Donc c'est égal, d'après le cours, au coefficient directeur de la tangente, j'ai mis les barres de la valeur absolue, hein, de la tangente à la courbe au point d'abscisse t égale 800 heures. Ben, calculons le coefficient directeur donc, de cette tangente. Alors on peut prendre un premier point ici, on peut prendre un point A et un point B et appliquer la formule YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors voici le premier point A ici, je vais indiquer les coordonnées. Alors 0, alors il est facile de prendre ce point-là, il a pour abscisse 0. Et puis ici on lit 0,022. 0,022. Voici le premier point. Et on choisit un autre point sur la tangente, hein, pas sur la courbe, hein, sur la tangente. Donc un point B, et qui a pour coordonnées donc 1800 heures. Donc 1800 heures. Et puis 0,0025. 0,0025. Alors je vais dessiner correctement la parenthèse. Alors n'oubliez pas que les coefficients directeurs ont des unités. Alors le coefficient directeur, alors YB moins YA divisé par XB moins XA, ce qui va donner, alors vous pouvez faire le calcul, donc 0,0025 mol par litre moins 0,022 mol par litre, le tout divisé par XB moins XA, XB moins XA, 1800 heures moins 0 heure. Alors, le coefficient directeur vaut, vous pouvez faire le calcul, moins, c'est un coefficient directeur négatif, hein, moins 1,08 fois 10 puissance moins 5 mol par litre par heure. Mol par litre par heure. Et donc pour avoir la vitesse de disparition, il faut prendre la valeur absolue, ou alors prendre l'opposé, hein, c'est équivalent. Donc
la vitesse de disparition, alors je réécris parce que le feutre commence à mal s'effacer. Donc la vitesse de disparition du saccharose à la date t égale 800 heures vaut alors la valeur absolue de moins 1,08 fois 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 1,08 fois 10 puissance moins 5 mol par litre par heure. Donc la méthode utilisant la définition de la dérivée en tant que coefficient directeur de tangente. Question numéro 5. Alors la question numéro 5, je vais effacer le début du tableau. Question numéro 5. Le sujet demandé, dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1, rappelez la relation existant entre la vitesse volumique de disparition V du saccharose, la concentration en saccharose et une constante de vitesse notée K. Alors il s'agit d'une définition de cours, hein. Donc une réaction d'ordre 1, une cinétique qui suit une loi de vitesse d'ordre 1, donc réaction d'ordre 1. On peut noter la vitesse de disparition du saccharose à tout instant est proportionnelle, donc il y a une relation de proportionnalité. La constante de proportionnalité, c'est K, introduite dans le sujet comme constante de vitesse, donc multiplié proportionnelle à la concentration en saccharose. C'est une définition de cours pour une loi de vitesse d'ordre 1, donc une loi de vitesse d'ordre 1. Alors, question suivante. Alors, je vais effacer la question 6. Sur le graphique de la figure 2, donc là je vous montre, hein, il s'agissait de ce type de graphique, hein, vous l'avez sur le sujet. Sur le graphique de la figure 2, l'évolution de la vitesse volumique V de disparition du saccharose est représentée en fonction de la concentration molaire en saccharose. Et on nous demandait discuter de l'accord des mesures avec une loi de vitesse d'ordre 1. Alors on constate qu'il est possible de modéliser ce nuage de points, donc c'est la notion de nuage de points. Est-ce qu'on peut le modéliser par une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine du repère? La réponse est oui, c'est possible. Donc on va modéliser ce nuage de points. Donc nous allons modéliser ce nuage de points par une droite moyenne qui passe par l'origine. Donc c'est possible. Il est possible et il n'y a pas trop d'écart hein, par rapport au nuage de points. Donc question numéro 6, nous allons y répondre. Donc oui, loi de vitesse d'ordre 1, car le graphique représentant la vitesse de disparition de S en fonction de la concentration molaire de saccharose est une fonction linéaire. Donc il y a bien proportionnalité entre les deux grandeurs portées sur les axes, abscisse et ordonnée. Est une fonction linéaire. Donc une droite qui passe par l'origine. Question 7. Alors la question 7, il est demandé au niveau du sujet, montrer que la constante de vitesse K est égale à 7,3 fois 10 puissance moins 4 heure moins 1. Alors justement, le graphique représentant la vitesse de disparition du saccharose en fonction de la concentration molaire en saccharose est une fonction linéaire, hein, donc une droite qui passe par l'origine. Et bien la constante de proportionnalité, par définition, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc K est le coefficient directeur, enfin, pas le coefficient directeur de la tangente, et le coefficient directeur
donc de la fonction linéaire. K est le coefficient directeur de la fonction linéaire, modélisant le nuage de points. Alors on peut choisir deux points, sachant que pour une fonction linéaire, il y a un point qu'il faut choisir qui est très évident. Alors il faut choisir comme premier point l'origine du repère, hein, le point A, le coordonnée 0 et 0. Et puis il y a ce point-là, le point B. Donc on peut lire les coordonnées en abscisse 0,022, donc 0,022 mol par litre. Et puis, en abscisse, et puis en ordonnée 1,60 fois 10 puissance moins 5 mol par litre par heure. Donc, voici les coordonnées du point B. Eh bien, faisons le calcul. K est égal, donc YB moins YA, donc YB moins YA divisé par XB moins XA. Ça donne 1,60 fois 10 puissance moins 5, je ne mets pas l'unité, moins 0. On garde en tête quand même que le coefficient directeur possède une unité, divisé par 0,022 moins 0. Alors, une analyse dimensionnelle des unités conduit à une unité qui est en heure moins 1, effectivement. Et on trouve, alors au début, on trouve 7,27 fois 10 puissance moins 4, 7,27 fois 10 puissance moins 4, qu'on peut arrondir à 7,3, comme le proposait le sujet. 7,3 fois 10 puissance moins 4, heure moins 1. Donc voici la valeur, effectivement, du coefficient K. Donc, coefficient directeur de la fonction linéaire. Question suivante. Alors, je vais effacer cette partie du tableau. Alors, la question suivante. Question 8. Rappelez la définition du temps de demi-réaction, notée T1,5, et montrez que pour cette loi d'évolution, le temps de demi-réaction a la propriété d'être indépendant de la concentration initiale en saccharose. Effectivement, c'est un résultat qui a été noté dans le cours. On peut le démontrer, le justifier par l'intermédiaire d'un calcul. Alors, on vous précisait aussi une chose. On vous indiquait que la loi d'évolution de la concentration molaire en saccharose en fonction du temps, la modélisation se faisait par une fonction exponentielle qui a été donnée. Donc, en fonction du temps, ça vaut la concentration de S à la date t égale à 0 secondes fois l'exponentielle de moins k fois t. Alors, exponentielle qu'on a peut-être noté dans le cours, vous avez peut-être noté dans le cours, c'est équivalent à moins k fois t. Vous l'avez noté de cette manière-là. Donc, autre écriture, exponentielle de moins k fois t. Et que nous demandait-on? Question 8. Donc montrer que, donc on nous demande de nous intéresser au temps de demi-réaction. Alors quelle est la définition? Donc à t égale t1,5, comment est la concentration en saccharose? Donc ça c'est une définition de cours. La concentration molaire en saccharose vaut justement, alors il s'agit bien d'une transformation chimique totale, hein. Donc on peut appliquer cette définition du cours. Donc c'est un réactif, donc la concentration initiale en réactif, donc S de 0, divisé par E. Voici la définition du temps de demi-réaction. Donc la définition du temps de demi-réaction, on a la concentration molaire pour cette date qui est le demi-réaction, qui vaut la moitié donc, de la concentration initiale. Graphiquement, ça donnerait quelque chose comme... alors si on voulait le représenter graphiquement, ce n'était pas demandé, mais quand même nous allons le faire. Ben, pour déterminer T1,5, on prend 0,025, ici qui vaut... et on prend la moitié de 0,025, c'est 0,0125, donc 0,0125, on se trouve ici, et puis on trace graphiquement, ici. Et puis nous pourrions lire
ici le temps de demi-réaction. Alors là, c'était pas demandé de raisonner graphiquement. Alors, que peut-on dire? Que peut-on dire pour répondre à la question numéro 8? Alors, d'une part, nous savons que la concentration molaire, donc à la date T 1,5, donc la concentration molaire en saccharose à la date T égale le temps de demi-réaction, ça vaut la concentration initiale divisée par 2. Mais aussi, nous avons la loi de vitesse ici. Donc nous savons aussi que la concentration molaire à la date T 1,5, donc T 1,5 étant le temps de demi-réaction, donc il suffit juste de remplacer ici T par T 1,5 pour avoir l'expression en fonction de l'exponentielle. Donc ça fait la concentration molaire de S initiale multipliée par l'exponentielle de moins K fois T 1,5. Donc quand on a une fonction f de x et que l'on veut calculer f de 2, et bien partout où il y a la variable x, on remplace x par 2. Mais là c'est pareil, on a la concentration molaire en saccharose qui dépend du temps, t, et on veut s'intéresser à la concentration molaire en saccharose à la date t égale 1,5. Et bien partout où il y a la variable t, on remplace par t 1,5. Alors il s'agit bien de la même quantité, donc on peut écrire du coup que la concentration molaire divisé par 2. Donc on peut dire finalement que cette quantité-là est égale à celle-ci. Est égale à S0 fois exponentielle de moins K fois T1,5. On peut simplifier par S0 tout de suite, à gauche et à droite. Ce qui va donner finalement 1,5 est égal à exponentielle de moins K fois T1,5. Je vais poursuivre au niveau du tableau ici, je vais passer le début. Donc en reprenant, ça nous fait donc exponentielle de moins K fois T1,5 est égal à alors 1,5. Et on va utiliser la propriété du ln. Donc on va écrire ici ln, on va mettre ln ici et ln ici, le logarithme népérien, et utiliser la propriété des logarithmes. Est égal à ln 1,5. Donc ici on a fait le passage au logarithme népérien, à gauche et à droite. Alors il y a dans le cours une formule qui indique que ln de l'exponentielle d'une quantité, et justement c'est égal à cette quantité. Et puis dans le formulaire de maths, il est écrit que le ln d'un quotient, ça transforme les quotients en soustraction. Donc il suffit d'appliquer ce formulaire de maths à cette relation-là. Donc ln de l'exponentielle de cette quantité va faire moins k fois t1,5 est égal à ln de 1 moins ln de 2. Mais le ln de 1 vaut 0. Ça c'est une définition aussi. On peut le rajouter ici. ln de 1, il faut savoir que ça vaut 0. Et donc on a moins k fois T1,5 qui vaut moins ln de 2. Ce qui donne finalement que T de 1,5 égale ln de 2, qui est un nombre, divisé par k. Donc on vient d'établir la relation suivante, qui permet de répondre à la question. Donc le temps de demi-réaction T1,5 est égal à ln de 2. Si on prend la calculatrice, on tape ln de 2, on va trouver un nombre. Donc, et divisé par k. K, c'est la constante de vitesse. C'est ici un nombre bien déterminé, on avait la valeur.
Et on constate que ça ne dépend pas de la concentration initiale, donc S de 0. Ça n'apparaît pas ici. Donc conclusion, on va noter la conclusion. T de 1,5 ne dépend pas de la concentration initiale en saccharose, conformément à une loi de vitesse d'ordre 1. Question 9. Alors, j'efface le tableau au fur et à mesure. Hein. Vous pouvez faire pause et revenir en arrière. Question 9. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l'expérience. Expliquer la démarche suivie. Ben, là, il suffit juste de faire un petit calcul. Il suffit juste de calculer T de 1,5. Donc je vais noter cela. T de 1,5 est égal à ln de 2 sur K, c'est-à-dire ln de 2 avec K qui valait, donc on l'avait noté précédemment, je recherche la valeur, K valait 7,3 fois 10 puissance moins 4, alors moins 1. Ce qui fera qu'on aura un résultat en heure. Donc vous pouvez prendre la calculatrice, faire ln de 2, donc ln de 2 divisé par ce nombre-là, 7,3 fois 10 puissance moins 4. Vous trouvez donc une durée de demi-réaction qui est de 950, après avoir arrondi, 950 heures. Oui, graphiquement, c'est ce qu'on trouve aussi à peu près, hein, avec une construction graphique. Mais là, donc deux possibilités par le calcul. Par le calcul, c'est possible. Et aussi graphiquement. On l'a fait précédemment. Graphiquement. Donc ici, on peut lire graphiquement une valeur qui est proche, 950 heures. Question suivante. C'est la dernière question. Estimer le pourcentage en saccharose au bout de 3 mois, donc au bout de la DDM, quoi, arrivé à la DDM. Donc T égale 3 mois est égal à, on l'avait noté tout à l'heure, 2160 heures. Que vaut la concentration molaire en saccharose à cette date-là? Il suffit de remplacer la variable de T par 2160 heures en utilisant la loi d'évolution exponentielle qui a été donnée. Donc je la réécris, la loi d'évolution, la fonction. Donc moins K fois T. Donc on remplace T ici par... donc on va remplacer chacun des paramètres ici. Donc T par 2160 heures. La constante K, on remplace par 7,3 fois 10 puissance moins 4 heures moins 1. Donc c'est bien homogène, hein, des heures moins 1 multiplié par des heures, ça donne une grandeur sans unité. Et puis le S0, c'est la concentration molaire en saccharose à l'instant initial. D'après la courbe, c'est 0,025. Ici, la concentration molaire en saccharose, c'est 0,025 mol par litre. Alors je vous invite à utiliser votre calculatrice pour retrouver la touche exponentielle, de faire ce calcul. Et vous trouverez que la concentration molaire donc en saccharose au bout de cette durée vaut 5,17 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Enfin, dernière question. Enfin, c'est pas la dernière question, il s'agit de la même question. En déduire le pourcentage de saccharose restant. Donc, en déduire le pourcentage de saccharose restant. Alors, le pourcentage de saccharose restant, il suffit de se dire que c'est la concentration molaire de saccharose à la date T égale 3 mois, donc 2160 heures, divisé par la concentration molaire initiale,
on fait x 100. Ça donne donc 5,17 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,025. Je n'ai pas noté les unités, hein, mais il y a bien homogénéité fois 100. Ça donne 21% de saccharose restant. Donc voilà, nous venons de terminer de répondre aux 10 questions. Alors, ce que je vous invite à faire, hein, c'est de faire des allers-retours entre le sujet et puis les réponses proposées. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci bien. Au revoir.